Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous, donc en présentiel dans cette salle ou à distance pour certains de nos sénateurs et sénatrices, mais aussi notre invité de cet après-midi. Donc, chers collègues, nous commençons donc notre programme de ce mardi par l'audition en visioconférence de Monsieur Philippe Rio, maire de Grigny, et vous êtes signataire de l'appel du 14 novembre 2020. Émis par un grand nombre de maires, je crois que vous étiez 120, concernés par la politique de la ville. Monsieur Rio, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de notre mission d'information, dont l'objet est de rendre compte des phénomènes de précarisation et de paupérisation qui concernent une partie des Français. Et notre objectif est de formuler des propositions. Avec vos collègues signataires de l'appel du 14 novembre, vous avez souhaité alerter le président de la République sur l'évolution des quartiers prioritaires de la ville, les quartiers QPV, en employant des expressions très fortes, comme notamment la non-assistance à territoire en danger. C'est l'expression que vous avez utilisée. Je vous propose de débuter cette audition par un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Vous pourriez notamment nous livrer vos constats de terrain sur les sujets en lien avec l'objet de nos travaux. Vous pourriez également nous préciser comment la situation a évolué dans votre ville et chez vos collègues signataires depuis l'appel du 14 novembre. La crise économique et sanitaire s'est-elle aggravée? Vous pourrez nous éclairer sur ces évolutions. Nous ouvrirons ensuite une phase d'échange en commençant par les questions de notre rapporteure, Madame Frédérique Puissat, et nous continuerons avec les questions des sénateurs et sénatrices membres de notre mission d'information, donc certains en présentiel et d'autres en distanciel comme vous, Monsieur Rio. Je vous rappelle que cette audition fera l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Vous également? Très bien. Donc, je vais vous passer la parole, Monsieur Rio, pour une présentation liminaire d'une quinzaine de minutes et ensuite, Madame la rapporteure et les autres sénateurs et sénatrices. C'est à vous. Merci de votre sollicitation, d'avoir accepté également la visio un peu à l'isolement, possible cas contact. Donc, c'est mieux ainsi et un impératif un peu avant 17h, donc je vais être le plus synthétique pour faire les échanges. Oui, nous sommes un noyau de maires qui avons alerté le président de la République dans ce courrier du 14 novembre avec, vous l'avez dit, des termes forts de non-assistance à territoire en danger, de décrochage républicain, voire même de virus républicain. Ce mouvement fait suite à des annonces successives de plans de relance qui étaient de plus en plus territorialisés. Et là où certainement nous constations un double phénomène, celui des premiers impacts massifs des conséquences économiques et sociales de la crise Covid, conjugué à une surmortalité Covid qui était constatée en quartier populaire pour raison de logement non adaptés ou plus petits, voire cumulés, plus exactement, à des conditions de transport d'un certain nombre de populations qui continuaient à travailler, y compris durant le premier confinement. Ce sont les principales raisons liées notamment à de l'accès aux soins. Je crois que ce sont les 3 critères qui sont aujourd'hui bien identifiés par différents rapports, y compris des chercheurs qui ont fait cette démonstration-là. Nous avons effectivement alerté pour que le train de la relance puisse s'arrêter à la gare Quartier Populaire, qui, je vous le rappelle, les quartiers QPV sont les quartiers qui font l'objet d'une discrimination positive parce que concentration de pauvreté. Hein, la fameuse loi Lamy avec les zonages IRIS de l'INSEE qui permettent d'identifier la concentration de pauvreté. De mémoire,
60% en deçà du revenu médian français. Nous avons donc constaté lors du premier confinement que, excusez-moi l'expression, l'armée des précaires, qui constitue la force de travail de nos quartiers populaires, avait du jour au lendemain cessé de travailler. Une autre proportion, avait cessé de travailler sans filet de sécurité. Je pense bien évidemment au chômage technique pour ceux qui étaient en CDI pour les activités qui ont cessé. Pour les autres, les secondes corvées, les premiers de corvée travailleurs, ils ont continué à travailler, je pense bien évidemment dans les métiers sanitaires, mais également dans les métiers de la logistique. Donc, on a eu une partie des précaires qui ont continué à travailler et une partie qui se sont complètement éteints avec le premier confinement et la reprise d'activité n'ayant pas eu lieu. Il n'y a pas eu de reprise d'activité et donc de salaire. Nous avons très rapidement constaté des difficultés en lien avec nos bailleurs sociaux, les bailleurs sociaux des territoires, une augmentation des impayés. Les bailleurs sociaux ont directement mis en place l'ensemble de leurs dispositifs, certains ayant innové, et, ayant échelonné, mettant à disposition leurs conseillers et conseillères sociales. Deuxièmement, nous avons vu, moi plus particulièrement dans les copropriétés en difficulté, une explosion des impayés de charges. Très concrètement, sur le territoire de Grigny, les charges de chauffage et d'eau qui sont sous gestion publique, nous avons pu voir mois par mois, et entre mars 2020 et décembre 2020, plus 100% d'impayés d'eau et de chauffage. Donc là, on est dans les copropriétés fragiles et dégradées. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la création d'un observatoire des impayés de charges en copropriété auprès de Madame la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui a été actée le 12 janvier dernier lors du comité de pilotage annuel sur le plan initiative copropriété. Nous avions demandé un fonds de solidarité spécial copro dégradé qui est encore en réflexion parce que c'est pas simple à monter, mais on souhaitait qu'il y ait le même parallèle entre le fonds de solidarité logement spécial Covid qui avait été créé par les départements et les bailleurs, mais qui n'avait pas son jumeau dans les copropriétés dégradées, dont je rappelle que 84% des copropriétés dégradées en France sont situées en QPV. Autre élément extrêmement important, l'augmentation du RSA, plus de 20% à peu près en moyenne dans nos collectivités locales. Et pareil, de la même manière avec l'ensemble de mes collègues, le même phénomène, une augmentation de 30 à 40% d'inscriptions auprès des associations caritatives de type Secours populaire, Secours catholique et Restos du Cœur pour l'aide alimentaire. De la même manière, très rapidement, nos communes ont dû faire face à la crise alimentaire qui a été extrêmement forte et soudaine. Et donc, chacun et chacune s'est surmobilisé. Les associations caritatives, dans certains endroits, j'en ai 2 ou 3 en tête, à l'Aune, dans la Sarthe, à Grigny, mais aussi, je crois, à Chanteloup-les-Vignes, chez ma collègue Catherine Arinou. Les associations caritatives se sont arrêtées et donc ce sont les villes qui, à partir de leur épicerie sociale, ont complètement démultiplié leur aide alimentaire. Nous avons, nous, distribué à Grigny jusqu'à 1200 colis alimentaires par semaine, chose que nous n'avions, qui était vraiment inconnue. Durant toute cette période, nous étions en lien extrêmement étroit et nous avons pu, auprès des ministères concernés, avoir quelques dispositifs particuliers, quartiers solidaires, d'avoir des aides financières pour les familles parce qu'il y a vraiment eu un effet blast, d'où notre mobilisation après avoir travaillé d'arrache-pied dans l'hyper-proximité sur la question des masques, des crises alimentaires. Cette interpellation, lorsque le train de la relance s'était engagé et que nous voyons, et c'est encore une fois très très bien, des plans territoriaux, un plan de relance territorialisé, un coup la ruralité, un coup les dom-tom, et tant mieux d'ailleurs, encore une fois, je crois que c'est stratégie, mais nous n'avions pas de signaux sur les quartiers populaires qui représentent quand même près de 6 millions d'habitants.
Voilà donc cette période. Et aujourd'hui, ce que nous savons d'expérience, c'est que lorsqu'il y a une crise, et la dernière date de 2008, même si elle était boursière, elle a eu des conséquences économiques et sociales différées, c'est que les crises dans les quartiers populaires sont beaucoup plus fortes, impactantes et beaucoup plus durables que dans le reste du pays ou dans une majorité des territoires. Et donc, nous sommes aussi inquiets, c'est la raison de notre interpellation, d'apporter des réponses à ces populations qui, pour certaines, ne sont pas protégées par le plan de relance dit entreprise. Et je parle encore une fois de cette armée des précaires, les intérimaires et les fins de contrat en CDD. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus avec, dans ce débat-là, rappelez-vous, le débat, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, du débat national qui avait été engagé sur la question du séparatisme ou du décrochage républicain, pour faire simple, et un peu plus consensuel. Et donc, nous considérions que la misère plus l'accélération de la misère, de la pauvreté, de la précarité était un terreau aussi au décrochage républicain. Et donc, notre interpellation, elle était double, évidemment sur le champ social, mais plus largement sur le champ sociétal, en disant attention, si il n'y a pas des mesures adaptées, fortes, puissantes, les phénomènes de décrochage que nous constatons risquent de s'accentuer de manière extrêmement forte. Voilà ce que nous avons, le sens de notre interpellation du 14 novembre. Vous dire aujourd'hui que les choses, évidemment, continuent. On s'est un peu relevé de ce premier confinement, mais que là encore, la présence de nouveaux arrivants dans nos centres communaux d'action sociaux, dans les associations caritatives, continue d'affluer. Nous avons des personnes qui tapent à la porte. Nous avons aussi pu découvrir, et c'est constaté chez l'ensemble de mes collègues, des situations, notamment chez les personnes âgées, isolées, qui, alors certes, ne sont pas majoritaires, puisque la particularité de nos territoires, c'est qu'il y a une surreprésentation des populations, des enfants et de la jeunesse, mais il y a aussi, et on l'oublie trop souvent, une part de personnes âgées en fragilité aussi économique. Et là aussi, ça a touché de plein fouet cette population qui, j'ai envie de dire, est souvent invisible parmi les invisibles. Et donc là aussi, en matière économique, mais surtout en matière de lien social, nous avons pu les uns et les autres tisser des nouvelles pratiques. Ça fait partie des choses positives de cette période extrêmement difficile, c'est que nous avons adapté nos services publics, nous avons tissé de nouvelles relations avec les associations pour aller au plus près des habitants et de celles et ceux qui étaient le plus isolés. Et en même temps, on va vers les plus isolés, et en même temps, il y a de nouvelles personnes qui viennent vers nous. C'est le double mouvement que nous avons pu constater. Peut-être un élément important aussi, parce que nous avons été fortement mobilisés pendant le premier confinement sur la crise éducative. Nos villes et quartiers populaires concentrent aussi un fléau, celui de l'inégalité scolaire. Et donc là aussi, nous avons pu, pour les villes qui avaient des nouvelles alliances éducatives, notamment je pense à celles et ceux qui étaient engagés dans les cités éducatives, mais pas que, des pratiques nouvelles, une forte mobilisation des enseignants qui parfois sont même devenus des relais pour accompagner socialement des familles. Je m'explique. Dans ce lien éducatif, il y a pu avoir des enseignants en lien, et on a fait ça en parfaite intelligence avec l'éducation nationale, qui ont pu détecter dans les familles, lorsqu'il y avait ce lien avec les enfants, d'énormes fragilités alimentaires. Et donc, régulièrement, il y avait des enseignants via l'éducation nationale, tout ça a été
respecté un process que nous avons mis en place, nous avons pu aller voir des familles et répondre à des problématiques alimentaires, à partir, encore une fois, de ce lien éducatif. Et j'insiste beaucoup parce que c'est une bonne surprise de cela, de ces alliances éducatives qui dépassent, vous l'avez compris, donc l'éducation. C'est le lien extrêmement… nous avons perdu très peu dans nos quartiers populaires d'enfants selon la description de l'Éducation nationale, c'est-à-dire d'absence de lien, de rupture totale de lien avec les familles ou les enfants, cette communauté éducative au sens extrêmement large, associative, fonctionnaires territoriaux, parents d'élèves et enseignants, a permis d'avoir très peu de pertes de décrochage éducatif. Et en même temps, d'avoir un lien social extrêmement étroit, qui a permis, y compris, de faire jouer des solidarités de proximité. Donc voilà les quelques éléments que je peux vous apporter dans le quart d'heure, et je crois que je l'ai maintenu. Cette présentation. Frédéric Massa. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le maire pour ces propos et de prendre le temps de nous répondre. Mais au-delà, je voulais dire merci pour cet appel parce que je crois qu'effectivement, les uns les autres, durant cette crise sanitaire, on a tous eu en tête ce qui peut se passer dans des appartements très exigus avec sans doute un confinement qui a été pour des familles extrêmement compliqué. Et je pense que c'était aussi un peu le sens de votre appel, en dehors de tout ce que vous nous avez présenté. Alors, vous l'avez vu, hein, notre mission vise à analyser l'évolution de la précarisation et de la paupérisation et un peu d'analyser les mouvements de fragilisation. Ce que je m'aperçois et ce qu'on s'aperçoit les uns les autres, c'est qu'au-delà de ce qu'on peut ressentir, il est très difficile d'objectiver les choses. Est-ce que, au regard de ce que vous vivez, mais peut-être de ce qu'ont vécu vos collègues qui ont lancé cet appel, vous êtes en capacité de nous donner des éléments chiffrés qui soit sont liés à des évolutions de publics qui peuvent fréquenter un certain nombre de structures ou à ce basculement d'un mouvement de précarisation, un mouvement de pauvreté. Moi, j'ai bien entendu ce que vous avez énoncé sur ce que vous avez appelé des précaires qui n'avaient pas de filet. Je crois que c'est comme ça que vous avez analysé les choses. Alors, c'est vrai que on peut être favorable à un certain nombre de choses, considérer qu'il y a eu pendant cette crise des quartiers ou des secteurs qui étaient un peu oubliés, mais force est de constater quand même qu'un certain nombre de dispositifs et de parachutes sociaux ont été mis en place. Et quand j'entends ce que vous me dites, alors les intérimaires, par exemple, ont été couverts dans un deuxième temps sur les enjeux liés notamment à l'activité partielle. Alors c'est vrai que ça a mis un peu de temps à se mettre en place, et c'est peut-être l'écueil que vous avez pu ressentir, mais est-ce qu'au final, quelle est la population qui est effectivement visée par ce que vous énoncez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment eu des personnes qui n'avaient aucun filet de protection et qui ont effectivement basculé d'un système à l'autre? Donc ça, c'est un peu peut-être ma deuxième question. D'abord, objectiver les choses, cette partie-là. Et enfin, comment est-ce que depuis cet appel du 14 novembre, les choses ont un peu évolué et est-ce que vous êtes en mesure éventuellement de nous dire comment est-ce qu'on peut éventuellement développer des solutions si on devait avoir une crise de la sorte ou un confinement de la sorte qui nous permettrait peut-être d'aller plus vite et d'éviter ce basculement. Monsieur Rio. D'abord, sur l'appel, j'insisterai beaucoup sur les 120 premières villes qui ont signé cet appel. Elles ne sont pas exclusivement des villes caractérisées QPV, quartier politique de la ville, dans les grandes métropoles françaises. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y a eu énormément de villes moyennes et ça a été, je ne vous cacherai pas, une très grande surprise de voir des villes moyennes qui très rapidement se sont joints à ce mouvement. C'est dans ces villes moyennes, avec cette nouvelle carte des QPV, dans chaque ville moyenne, il y a un quartier politique de la ville.
Et en fait, je pense que nos collègues maires, voilà, quand il y a, je le dis, Viviane, on avait beaucoup, Madame Artigalas, nous avions beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, je remercie le président du Sénat parce que de manière aussi transpartisane, nous avons été soutenus par le Sénat. On a fait plusieurs rencontres. Voilà, Albi, Aurillac, Cahors, Mont-Solemin, le Creusot, des villes de ce type de villes-là ont rejoint le mouvement extrêmement rapidement, et ce n'est qu'à la fin que les grandes villes, Nantes, Paris, nous ont rejoints. Cela démontre que ça a frappé fortement l'ensemble du pays, en fait. Voilà, cette remarque me paraît importante. Vous avez raison, les intérimaires en second, moi, dans ma description, j'étais encore en mode premier confinement, là où il y a eu un effet blast, en fait, sur les conséquences, et on a senti très rapidement. Je suis élu depuis bientôt 10 ans, enfin maire depuis 10 ans, j'ai vécu toute ma vie dans cette ville, qui, je le rappelle, un triste record d'avoir le taux de pauvreté d'environ 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et donc d'avoir été classé par l'Observatoire des inégalités comme la ville la plus pauvre. On manque encore dans notre cabine de pilotage, on pilote un peu, malheureusement, un peu dans le brouillard parfois, parce que, comme vous, nous sommes dans l'attente d'objectiver de manière beaucoup plus scientifique les éléments. Le suivi régulier des RSA, c'est le département. La question de l'emploi, c'est Pôle emploi. Et on peut faire la démarche comme ça, et nous, très rapidement, les éléments que l'on peut vous dire, c'est le nombre d'inscrits en plus au Centre communal d'action sociale, mais qui peuvent être pour diverses raisons. Ça peut être avec nos partenaires associatifs, les plus 30 à 40%, ça, on les a régulièrement avec nos associations, ou l'aide sociale, dont je disais, du CCS, qui a augmenté. On avait un autre critère aussi dans cette interpellation, qui était plus lié au sport, au décrochage, mais bon, ça, c'est un sujet extrêmement important, mais annexe par rapport à vos interrogations du moment. Donc, il manque véritablement quelque chose pour bien piloter ce qui sera encore long. Et donc, on espère beaucoup que cette période nous permette d'être beaucoup plus agiles dans cette observation, dans l'objectivation. Alors, pour autant, nous avons eu à Grigny une démarche singulière. C'est que nous ne nous sommes pas contentés de cette interpellation du 14 novembre et en clair d'interpeller les crédits politiques de la ville, qui, je le rappelle, il y a quelques ans, j'utilisais beaucoup, représentent moins d'1% du budget de l'État. Et même si la politique de la ville est une politique à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on fait de la santé, on fait du logement, on fait de l'emploi, on fait plein de choses, on fait du social, on fait de la culture, on fait du sport. Ce qui nous paraissait important, c'était de territorialiser la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Dit autrement, dans notre jargon, mobilisons d'abord les outils de droit commun, puissants et massifs. Laissons la politique de la ville être ce qu'elle sait faire de la transversalité de la politique territoriale, mais faisons en sorte qu'il y ait une application massive pour faire face à cette accélération de pauvreté et de misère. Nous avons donc tendu la main lors de la venue de Madame la ministre Nadia Hay le 18 décembre dernier, qui était passée juste avant à Roubaix et ensuite Chanteloup-les-Vignes et qui a terminé sa fin d'année 2020 à Grigny, en présence de Madame Jantet, qui est la, je ne sais plus si on dit déléguée interministérielle ou commissaire général, je ne sais plus, à la lutte contre la pauvreté. Et nous avons bien évidemment abordé la question politique de la ville, mais surtout stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Nous avons donc remis 21 solutions, c'était pour l'année 2021, on aurait été en 2025, nous aurions trouvé 2025, 21 solutions à partir d'éléments un peu objectifs, mais qui étaient des éléments d'avant-crise. Je rappelle que l'Observatoire des inégalités, qui montre la pauvreté, s'appuie sur les chiffres de 2017. Et donc, bon, force est de constater qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas que les chiffres sont dépassés, mais ils ne se sont pas améliorés, ça c'est certain.
Et donc, nous avons, à partir de nos projets locaux, collés à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, à travers 21 propositions qui vont de… J'étais ce matin avec messieurs les ministres et madame la secrétaire d'État sur les petits déjeuners et la tarification sociale dans les cantines. Donc, nous étions par exemple sur la généralisation, dès le mois de décembre, la généralisation des petits déjeuners dans les maternelles, qui est un sujet. Nous étions également sur les places de crèche, parce que dans nos territoires, il y a moins de places de crèche que dans la moyenne nationale. Nous étions bien évidemment sur les premiers éléments du plan de relance, je pense pour la jeunesse, la garantie jeune et son doublement, chose qui a été bien évidemment actée, et nous avons comme ça défini un certain nombre d'actions extrêmement concrètes, applicables, et nous sommes dans une phase d'expérimentation à l'échelle locale, donc mobilisation de tous les acteurs type caisse d'allocation familiale, CPAM, ARS, tous les outils du partenariat social à la mode française, bien évidemment les services de l'État, la ville, le département, on essaye d'embarquer évidemment le département dans cette aventure, et avec un pilotage relativement fort entre la préfecture et la délégation régionale du plan de lutte contre la pauvreté. Donc voilà ce qui nous paraissait, nous, important pour faire face, allez, on l'appelle aussi le tsunami, des réponses appropriées, bien évidemment, sont à chercher dans le plan de relance, sont à chercher dans le comité interministériel à la ville qui s'est tenu le 29, mais besoin aussi de challenger, d'interroger l'ensemble de cette politique publique qui n'était pas trop tombée à une échelle locale. Voilà. Nous, on a fait cette proposition, on s'est doté de cet outil-là, et on travaille de la même manière dans ce plan. Je prendrai un autre exemple sur les questions de santé. Ce n'est pas une réponse pour l'immédiateté de la situation, mais sur le désert médical dont nous sortons petit à petit. Par exemple, nous demandons le financement d'une échographie pour les gynécologues. Nous avons des gynécologues, des médecins gynécologues qui veulent venir, mais pour la ville qui en Essonne, en tout cas dans un département jeune, un taux de natalité extrêmement important, la question du suivi est extrêmement important. Et donc, nous avons ciblé dans ces 21 solutions des radiographies pour gynécologues. Voilà, pour qu'on puisse avoir accès à ce soin dans la proximité. Donc voilà, une grande palette, et je terminerai une dernière chose qui nous paraît extrêmement importante, c'est la question de l'accès aux droits. Et c'est là où je pense que notre système doit beaucoup évoluer entre un curatif tellement individualisé qui devient trop compliqué et du préventif. Je dis ça parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, avec la caisse d'allocation familiale, nous avons fait un diagnostic territorial à travers une CTG, Convention territoriale globale, et nous nous sommes aperçus des non-recours aux droits qui, excusez-moi l'expression, est quasiment un sport national en fait dans les quartiers populaires. Parce que électrolisme, parce que complexification des démarches, parce que hyper-individualisation, tout ça cumulé fait qu'on a des forts décrochages. Je donnerai 2 chiffres que je donne très régulièrement. Pour les personnes âgées, à peu près 20 à 30% des gens vivent sous le seuil du minimum vieillesse. Et sur les familles monoparentales, qui sont très présentes dans nos quartiers populaires, c'est plus de 30% à Grigny ou près de 30%. En chiffres, en valeur absolue, c'est 1600. Et il n'y en a que 600 qui perçoivent l'API, c'est-à-dire l'aide personnalisée, l'aide personnelle individualisée, pardon. Et donc, on voit bien que sur un certain nombre de sujets, cette période doit nous réinterroger sur nos pratiques et les méthodes utilisées pour toucher les publics fragiles, vulnérables, voire précaires. Mais on manque encore d'objectivation des choses. C'est notre souci. Voilà,
Regardez par rapport aux questions que vous avez posées et aux réponses. Est-ce que des sénateurs et sénatrices présents auraient des questions? Donc, Viviane Artilagas. Oui. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le maire. Oui, moi effectivement, on s'était vu au Sénat lors de votre venue, parce qu'effectivement le Sénat avait été quand même très sensibilisé à votre appel. Moi, j'avais retenu deux choses et j'aimerais avoir, parce que bon, depuis, il y a eu aussi des mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. Et moi, mon inquiétude, et qui était la vôtre aussi, c'est que ces mesures n'arrivent toujours pas sur les quartiers politiques de la ville. Et donc, j'ai deux questions. On avait vu ensemble que pendant que les appels à projets pour les associations qui avaient été faites à un moment donné, et elles étaient tellement prises par le travail de terrain qu'elles avaient à faire, et puis où c'était suite au confinement, dans le travail qu'il y avait à faire, parce qu'effectivement il y avait énormément de demandes des habitants des quartiers politiques de la ville, qu'elles n'avaient pas eu le temps de répondre à ces appels à projets, et que tous ces financements qui finalement leur étaient prioritairement destinés étaient peut-être allés à d'autres associations qui étaient moins près du terrain. Donc, savoir où ça en était, si jamais il y avait des aides qui étaient là. Et la deuxième chose, effectivement, nous avions demandé dans le cadre du budget politique de la ville qui est beaucoup plus de cités éducatives qui soient déployées. Vous avez bien montré, et vous nous aviez parlé de l'intérêt qu'elles avaient, même si elles n'avaient pas été évaluées, oui, combien leur action avait été très importante pendant ce confinement, mais aussi après, pour maintenir une forme de effectivité d'égalité républicaine sur la question de l'école et de la continuité pédagogique. Et donc, il a été prévu dans le cadre du plan de relance que des cités éducatives, un nombre moins important que ce que nous aurions souhaité, soient mis en place. Est-ce que ça commence à arriver? Est-ce que ces mesures sont là? Et ensuite, je voulais vous dire aussi, je voulais répondre un petit peu à Madame la rapporteure aussi, par rapport des quartiers politiques de la ville. Il y en a beaucoup en Outre-mer aussi, Stéphane oui, ne me contredira pas. Et nous, on a fait un travail justement avec Stéphane Artano et Nassima Dindar sur l'urgence économique en Outre-mer suite au Covid-19. Et c'est vrai que c'est une grosse partie de l'économie, mais je pense que d'Outre-mer, mais ça doit être dans certains quartiers, basé sur des associations, sur de l'économie informelle, et qui s'est trouvée complètement arrêtée. Et on avait vu aussi le travail que faisait l'ADI. Et est-ce qu'il intervient, l'ADI, l'association, alors Stéphane, j'ai du mal avec les cycles, est-ce qu'elle intervient aussi, cette association, dans les quartiers politiques de la ville? Voilà mes questions. Stéphane, tu pourrais nous redire ce que c'est l'ADI exactement? Je me souviens plus. Insertion par l'économique, non? Oui, voilà. Par insertion par l'économique. Voilà. Association d'aide à l'insertion par l'économique. Voilà. Merci. Je veux bien répondre. Le sens de l'interpellation du 14 novembre reposait sur deux piliers. Bien évidemment, la question des moyens, qui était le 1% du plan de relance, correspondant à 1 milliard. La réponse a été 2 milliards en rue et 1,3 milliard du plan de relance, pour faire simple, un fléchage particulier. Et l'autre, c'était la question de la méthode, où nous nous étions posé la question de cette technique du ruissellement que l'on connaît tous, qui, entre l'annonce et la mise en pratique sur le territoire, est extrêmement compliquée. Et donc, nous avions porté l'idée d'un Conseil national des solutions qui permettait de dire, mais les territoires ont des solutions, parfois même avérées, solides, qui peuvent être support d'expérimentation nationale, c'est-à-dire d'aller dans l'autre sens, ce que les Anglais appellent le top-down et le bottom-up. Les cabinets d'études sont très férus de ce terme-là. Donc, on fait remonter des solutions et typiquement, nous nous appuyons très fortement sur la question des cités éducatives. Nous avions tous en germe ce qui aujourd'hui est cité éducative. Il se trouve que Grigny a été peut-être le détonateur, même certainement, dans le cadre du rapport Borloo et de l'après-Borloo. Et c'est bien d'abord et avant tout une pratique locale qui est devenue nationale. Et là, effectivement, première série, 80 cités éducatives, 42. Ce que nous avons obtenu, c'est que
il y ait 200 cités éducatives à la fin du quinquennat. C'est ça l'engagement du Premier ministre lors de sa venue à Grigny le 29 janvier dernier. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que sur la méthode descendante, fondamentalement, je pense qu'il y a indigestion. Voilà. Parce que quand on regarde entre les plans de relance, les déclinaisons des plans de relance, le Ségur de la santé, le comité interministériel à la ville, c'est pas simple. Voilà, de s'y retrouver, on est face à un vrai Rubik's Cube, excusez-moi l'expression, mais je l'utilise souvent. Et tout ça dans une organisation, et c'est pas une critique, mais juste un constat, dans une organisation où ça passe par les préfectures et qui sont hyper concentrées sur la question de la vaccination. Et donc, objectivement, la descente est compliquée. J'ai assisté avec d'autres collègues, nous sommes assistés pour la mise en application du comité interministériel à la ville par le Conseil national des villes, cette instance avec des élus, des associations, des personnes qualifiées, des professionnels, pour faire simple. On l'a fait avant le CIV parce que nous étions porteurs de solutions, ce mouvement du 14 novembre. Et donc là, nous travaillons, nous insistons énormément sur rendre les choses, allez, je reprends le mot à la mode, agiles. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et à la question de Madame la sénatrice Artigalas sur les associations, aujourd'hui, il y a autant de mesures que d'appels à projets. Et même pour les villes, alors celles qui ont peu de moyens et peu d'ingénierie, c'est même pas la peine. On n'y arrivera jamais. Pour les associations, c'est pareil. La crainte est toujours là, même si pendant la période, on a simplifié un certain nombre de choses. Je tiens à le dire parce que dans la période de crise aiguë du premier semestre, nous avons pu aller extrêmement vite sur quartiers d'été vacances apprenantes qui se sont déclenchés au mois de mars ou au mois d'avril. J'attire l'attention sur ça, qui était pour nous aussi une bonne réussite d'entente, de co-construction d'une politique adaptée à la situation réelle. Et le gouvernement a fait preuve de réactivité sur vacances apprenantes et quartiers d'été, voire même ce qu'on appelle quartier solidaire, puisqu'on a eu un certain nombre d'aides financières au plus de chèques services au plus dur de la crise. Donc on a su s'adapter, mais là, j'avoue que sur les craintes associations, il n'y a pas un jour sans un appel à projet, quoi. Et donc, objectivement, ça reste très compliqué à mettre en œuvre et on travaille encore. Encore cette semaine, on a des rencontres, l'ensemble des collègues, là, sur l'atterrissage des mesures sur le territoire. D'autant que certaines vont être très compliquées objectivement à mettre en œuvre, au-delà de cette indigestion et de cette méthode, c'est par exemple tout ce qui relève des contrats aidés. Je prendrai juste l'exemple de la garantie jeune. Début de quinquennat, il y a eu un stop qui a d'ailleurs donné l'appel de Grigny en octobre 2017 sur les contrats aidés. Et puis là, il y a un go. C'est-à-dire qu'on va retrouver peu ou prou les niveaux de début de quinquennat. Et donc, le stop and go, il est extrêmement compliqué. Et doubler en 6 mois le nombre de garanties jeunes, c'est baisser la qualité de l'accompagnement, tout simplement. Je dis ça en tant que, je ne suis pas directement responsable de mission locale, mais je l'ai été et on est tous très près de nos missions locales qui font le travail pour ces garanties jeunes. Donc, atterrissage compliqué, il y a un fort bouchon, une forte indigestion, un appareil d'État qui est concentré sur autre chose, objectivement. La perte de quantité d'agents dans les préfectures pose question. Voilà, c'est quelque chose que l'on a tous. Alors, bien évidemment, il y a du volontarisme de nos préfets à l'égalité des chances et personne ne remet en cause cela, pardon, mais il manque quand même du monde pour cette période. Et puis, il y a quelques sujets qui nous paraissent compliqués d'application, typiquement garantie jeune. En 6 mois, doubler le nombre de garanties jeunes, ça va relever de l'exploit ou d'une qualité de suivi moindre. Est-ce qu'il y a d'autres
personnes, sénateurs, sénatrices qui veulent intervenir. Moi, j'ai peut-être une précision à demander, un peu dans la continuité de ce que vous venez de dire et de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous avez inventé de nouvelles pratiques. Est-ce que ces nouvelles pratiques peuvent être, je dirais, un peu théorisées, si je peux le dire comme ça, pour être développées et démultipliées sur éventuellement d'autres territoires? Nous avons tous vécu pendant cette période avec les collègues et nous étions en lien extrêmement étroit en fait. Et on s'est aperçu qu'on avait les mêmes phénomènes. Je prends par exemple, tout à l'heure j'ai parlé des personnes âgées, souvent isolées, pas toujours, mais isolées. Nous avons obligation dans nos communes d'avoir des plans canicules et donc de répertorier un certain nombre de personnes dites fragiles pour anticiper les périodes de canicule et avoir des contacts réguliers pendant ces périodes-là. Que ce soit le maire d'Évry-Courcouronnes, président de l'Association des maires d'Île-de-France, ou mes collègues de ville et banlieue, on a multiplié par 2, 3, 4, 5, parfois, notre base de données personnes fragiles, plan canicule et personnes Covid. C'est la même catégorie d'âge. Et donc ça, dans les changements de pratique, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup plus loin dans la prise de contact, parce que l'urgence nécessitait d'aller beaucoup plus loin. Et ça a comme conséquence, alors il faudrait le mesurer auprès d'autres collègues, mais je pense qu'ils l'ont. Autrefois, nous étions à 40 livraisons de repas à domicile par le service municipal par jour. Aujourd'hui, nous sommes à 140. Et donc, on voit bien que ça interroge beaucoup nos pratiques municipales. Ça a bouleversé notre service public. Il y a un peu plus de polyvalence. On est aussi sorti de nos politiques de silo. Je le dis, on critique souvent l'État, mais nous aussi, nos collectivités, on a bougé. Et il y a des nouveaux métiers qui se font. Notre plateforme alimentaire qui distribuait jusqu'à 1200 repas, il a été fait par un ensemble de fonctionnaires qui n'étaient pas dans l'action sociale, qui n'étaient pas dans la restauration, mais qui a fait l'objet d'une mobilisation de tous. Et ça, voilà, je veux dire positivement impacté aussi le sens du service public, y compris à l'échelle territoriale et dans nos villes également. Donc ça, c'est un bien précieux, extrêmement important, mais on ne mesure pas encore toutes les évolutions en termes d'organisation, mais ça bouge beaucoup dans nos communes. Ça, c'est évident. Ça nous a percuté, j'ai envie de dire positivement, parce qu'on a réussi des choses. Voilà, je vous donne très concrètement de 40 à 140 sur les repas à domicile, multipliés par 3 quand même. Ce qui nous a fait aussi nous interroger sur notre politique tarifaire. Voilà, on a pris un prix unique, on a arrêté le quotient pour à se casser la tête. On a simplifié et facilité les choses. Et du coup, notre plan canicule pour l'été, on a, dans notre base de données, multiplié par 4 ou 5 les risques, les personnes identifiées potentiellement. Merci. Madame la rapporteure. Oui, peut-être 2 dernières questions. Une question, on a un dada en commission sociale, on considère qu'il y a un certain nombre d'emplois aidés qui ne sont pas forcément très utilisés. Et quand je vous entends parler, monsieur le maire, je me dis que vous n'avez jamais cité le terme d'emploi franc. Donc, vous allez dans le sens de la commission sociale, parce que ce sont quand même des emplois qui sont adaptés à votre contexte. Vous avez parlé de garantie jeune, mais les emplois francs n'ont pas été cités. Voilà, est-ce que c'est une solution qui peut être, même si nous sommes assez sceptiques, mais j'aimerais vous entendre sur le sujet. Et puis, la deuxième chose, sur les perspectives et les solutions. Une petite question un peu provocatrice, mais du coup, je vais utiliser un intermédiaire qui est l'Institut Montaigne, qui était une question qui vous était posée sur effectivement le rapport qui a été fait qui s'intitule « Les quartiers pauvres ont un avenir ». Est-ce que la solution n'est peut-être pas dans des enjeux, je pense notamment aux bascules, je reviens sur mes enjeux de bascule, de précarisation à pauvreté, sur des enjeux d'aménagement du territoire. Et est-ce que la question de l'Institut Montaigne, un peu provocatrice, j'en conviens, consistant à dire qu'il faut que dans les quartiers politiques de la ville, on limite le pourcentage de logements sociaux, est une piste qui peut éventuellement améliorer l'aménagement du territoire et peut-être une prise en charge peut-être plus individualisée que dans des grandes villes où c'est un peu plus compliqué.
Très bien. Alors, merci de cette question. Je suis de ceux qui pensent que l'aménagement du territoire est un impensé de notre société, ou pour le moins, excusez-moi du propos provocateur, mais vous allez me comprendre, la concurrence libre et non faussée s'est appliquée à l'aménagement du territoire, qui par nature est interventionniste, et nous sommes rentrés depuis une vingtaine d'années dans une concurrence des territoires. C'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement vigilants à dire les territoires vulnérables, ce n'est pas que les quartiers populaires, c'est les dom-toms, c'est les territoires ruraux isolés, ce sont les bassins de reconversion. Parce que si on s'oppose entre territoires fragiles, c'est mortifère. Donc, on fait extrêmement attention et effectivement, il faut repenser l'aménagement du territoire. Cela vaut aussi, j'insiste beaucoup sur les villes moyennes, hein. C'est aussi la crise des gilets jaunes, etc., qui réinterroge notre modèle. Et donc, sur la question de l'Institut Montaigne, que j'avais bien en tête et sur lesquelles on va apporter des réponses, non, il faudrait qu'il n'y ait plus d'avenir pour la pauvreté. Plutôt que des quartiers pauvres ont un avenir. Parce que dans les phénomènes de métropolisation, le grignotage de la gentrification fait qu'il y a des quartiers, des territoires qui seront de moins en moins pauvres, mais avec des phénomènes de… comment dire, je suis géographe en plus, je devrais le trouver. Les pauvres iront habiter en deuxième couronne, troisième couronne, comme on peut le voir actuellement en fait, dans les métropoles. Et donc, ce phénomène-là est extrêmement inquiétant. On le voit, nous, dans nos territoires. Grigny est en seconde couronne de la région parisienne et c'est un véritable sujet. Sur la question que vous posez sur la construction de logements sociaux, je dis attention, et je vais être un peu provocateur, c'est tarte à la crème. Parce que le vrai sujet, c'est la question de l'attribution. Nos territoires sont le réceptacle des politiques d'attribution. Et là où on se focalise, où le débat public est focalisé sur la construction de logements, qui est un débat, mais en fait, ça représente que relativement peu par rapport au nombre d'attributions, aux interrogations que l'on doit avoir sur quel bilan des DALO, sur quel bilan des stratégies des préfectures dans leur public en difficulté, qui sont principalement orientés dans les territoires qui ont un parc HLM très social parce que construit depuis très longtemps, où l'aide à la pierre est extrêmement présente, etc., etc. Nous avons fait, nous d'ailleurs, des propositions à Madame la Ministre, puisque le sujet SRU et construction de logements sociaux, donc oui, sur les histoires de 40%, etc. Mais on est sur du temps long quand on parle de construction de logements sociaux. Une attribution de logement social, toutes les semaines, on attribue des milliers et des milliers de logements sociaux. Toutes les semaines, on ne construit pas des milliers et des milliers de logements. Donc oui au rééquilibrage, oui à la loi SRU, mais attention, le vrai sujet, il est d'abord et avant tout dans les attributions et dans les politiques d'attribution de logements sociaux. Il y a des territoires qui sont des territoires NAS pour ça, qui ont une particularité d'avoir du logement en fait très social. Et bien automatiquement, quand on a des publics en difficulté, on les met dedans. Et c'est sans fin. Grigny, pour ça, est un exemple terrible entre une copropriété qui attire, dégradée, et un quartier de type HLM avec qui est classifié logement très social, à moins de 5 € le mètre carré, hors charge. Et bien effectivement, le préfet, je le comprends, quand il n'a pas de solution, il vient dans un parc HLM de ce type-là. Et puis comme il a un droit de réservation important et qu'il y a 3500 logements, il a un stock de logements. Mais tout ça a des conséquences sur l'éducatif, tout ça a des conséquences sur de la reproduction, etc., etc. Et donc, voilà, je pense très clairement que le vrai sujet est sur l'attribution de logements. Et il nous faut une véritable révolution dans notre pays sur cette question-là. On propose d'ailleurs sur les solutions, c'est un peu dur, mais que les villes qui ne respectent pas la loi SRU, c'est eux qui prennent les publics les plus en difficulté. Parce que chez eux, d'abord, les publics en difficulté seront dans un contexte beaucoup plus facile pour s'en sortir. L'accompagnement sera plus facile.
Mais si on met des pauvres chez les pauvres, eh ben, ça va être très difficile de s'en sortir. Et voilà, genre un peu mathématique, mon explication, mais genre de solution qui nous paraissent importantes et de limiter bien évidemment la question du déplafonnement des loyers. On vient de sortir une situation à Grigny où un homme seul avec 2 enfants, il ne peut pas accéder au logement très social. Alors qu'il a envie d'être là parce qu'il a des liens familiaux, parce qu'il y a grandi, il veut revenir, et en fait on lui dit il est trop riche. Et donc on a plein de petits curseurs comme ça à travailler, mais je pense véritablement que c'est le sujet de notre pays. Et bon, excusez-moi, c'est pas tarte à la crème, hein, le sujet de la construction, mais vraiment secondaire. Je crois que j'ai répondu à vos questions. Je n'ai pas parlé copropriété, mais… Les emplois francs, peut-être? Oui. Sur les contrats aidés, c'est le stop and go. Comme ça a été stoppé et on a vu que ça ne fonctionnait pas. Voilà, pour certains. Là, on nous demande d'utiliser plein de contrats aidés. Il y a des entreprises qui ne tournent pas, donc on ne peut pas leur proposer. Nous, les collectivités locales, on est un peu en difficulté. Ce n'est pas simple. Donc, on attend de voir, mais c'est compliqué. Voilà, le financement à 80% des PEC en QPV, c'est très bien. Bon, ça faisait 4-5 ans qu'on le demandait. On aurait pu aller plus vite quand même. En fait, fondamentalement, je trouve qu'il y a eu des prises de position idéologiques qui aujourd'hui posent des difficultés. Voilà. Donc, sur les contrats aidés, en fait, maintenant, on est un peu dans la seringue, excusez-moi l'expression, il faut tout utiliser extrêmement vite. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Et sur les copros, pardon, il y avait une question sur les copropriétés que vous ne m'avez pas posée à l'oral, mais j'apporte quelques éléments. Donc, observatoire des impayés de charges, ça c'est acté. Je pense véritablement que dans notre pays, on doit créer un fonds de solidarité pour copros dégradés qui n'existe pas. L'aide individualisée est trop difficile dans le collectif. On ne sait pas si la facture elle est impayée parce que c'est un problème d'eau, c'est un problème de chauffage, c'est un problème d'électricité, c'est un problème de je ne sais quoi. Et donc, on a inventé un système. Alors, il faut mutualiser les choses. On a fait des propositions pour que les droits de mutation, une petite proportion permettent d'avoir un fonds spécial d'intervention sur les copros. On en a identifié 14 dans ce pays qui sont en très grande difficulté. Je pense notamment que notre pays a intérêt, même s'il est devenu mature sur les copropriétés dégradées, doit accélérer sur les syndicats de redressement public, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens de gérer. Et véritablement, la crise va fragiliser les copropriétés. Ce système où les pactes de solidarité entre copropriétaires vont exploser avec la crise. Pour être dans une ville de 5000 copropriétés en très grande difficulté, je mesure tous les jours cela et j'alerte fortement. On a besoin de garde-fous en matière de gestion, en matière de syndic. Les efforts que notre pays a fait sur des labels de quali syndicats de redressement dans les copropriétés fragiles, moi, je considère qu'il est un échec parce que les phénomènes de dégradation et d'incompréhension se poursuivent. Et là, on a un vrai sujet dans les mois et dans les semaines, les mois et les années à venir. Les copropriétés fragiles vont devenir encore plus fragiles. Le bailleur social est un amortisseur. Et on a besoin donc d'un baromètre, d'un thermomètre, c'est l'Observatoire qui est en cours de travail avec l'ANA et le ministère du Logement. Mais très rapidement, la question d'un fonds de soutien ou d'un fonds de solidarité pour continuer à assurer l'eau et le chauffage. Hein. Vraiment, il y a des phénomènes et d'autres collègues que j'ai alertés parce que on avait constaté ça à Grigny, constatent qu'il y a effectivement des impayés en matière d'eau et de chauffage. Une question de Madame Schellinger, donc Madame la sénatrice, je vous laisse la parole. Oui, je voudrais revenir sur la loi SRU. Bonjour. Vous avez parlé aussi de la première couronne autour de grandes villes, de la paupérisation, la pauvreté, mais il y a aussi un peu plus loin la ruralité. Est-ce que vous sentez aussi, ou peut-être les gens qui vivent dans la ruralité, au moins la proximité, revenir en ville quand ils sont face à une grande pauvreté, ou plutôt aller de rester dans la ruralité?
Et concernant, moi je le vois dans mon département et j'interviens beaucoup en ce moment, il y a des villes qui ont vraiment envie d'aller dans la construction, de faire les 25%. Ils n'ont parfois pas les terrains, pas les moyens. Et l'autre chose, on pousse de nombreuses villes à augmenter leurs habitations sociales, sauf que quand on augmente de 25%, il faut augmenter les écoles, les périscolaires, tous les services sociaux. Et comment vous, dans votre ville, vous ressentez ça? Est-ce que vous avez les moyens? Comment voilà, est la situation? Alors, d'abord, je vais aller contre une idée préconçue. Le logement social est une solution, même dans les quartiers populaires. Je redis, le logement social est une solution dans les quartiers populaires, notamment le logement social adapté pour les jeunes publics, pour les publics les plus anciens, pour les familles monoparentales. C'est des solutions, de même que lorsqu'on a un parc social très social, on arrive à faire aussi du parc social moins social. Excusez-moi, entre les PLAI, pour faire simple, et les plus, ce n'est pas le même niveau de ressources. Et donc là, on voit bien qu'il y a des paliers qu'il ne faut pas écarter par principe idéologique. Nous ne voyons pas de retour de personnes issues de territoires ruraux en territoires urbains. Moi, je n'en constate pas. J'avais constaté des Italiens et des Espagnols qui remontaient dans nos territoires, je le dis, issus de migrations plus lointaines que l'Italie et l'Espagne. Ça, nous l'avons constaté il y a 3-4 ans. En clair, quand il y a eu les crises en Espagne et en Italie, c'est remonté, mais pas depuis la crise Covid, des phénomènes nouveaux. Par contre, les habitants, on a, nous, bon, moi je le dis, je suis en deuxième couronne, on a des agents communaux qui, et c'est pas anodin, ont décidé d'habiter dans la ruralité, pour chez nous dans l'Yonne ou dans le Loiret. Ce sont aussi des travailleurs qui souffrent du trajet domicile-travail. J'ai envie de dire des gilets jaunes en puissance aussi. Je le dis de cette manière-là. Donc, on a des travailleurs qui sont comme ça dans nos villes. Et ça vaut dans le nord de Paris, hein, où ils vont dans l'Oise ou des choses comme ça. Donc, on a ce type de phénomène. Ensuite, sur les effets du logement social, effectivement, si on a un parc de logement social qui est composé comme à Grigny à plus de 60% de T4 et de T5, on a beaucoup d'enfants, ce qui fait beaucoup d'impact dans les écoles, ce qui fait beaucoup d'impact sur la restauration, ce qui fait beaucoup d'impact sur le périscolaire, ce qui fait que nous militons, par exemple, avec Ville et Banlieue, à l'instauration d'une dotation pour surcharge scolaire, parce qu'il y a des territoires qui, par la structure de l'habitat, attirent des familles nombreuses. Et objectivement, ça s'est objectivé, fait que nous avons, pour une même population, moi je prends 2 villes à côté de moi, 30 000 habitants, pareil, j'ai 1500 enfants de plus à scolariser par an. 1500 enfants à scolariser, je parle de groupe scolaire là. Et donc, ce sont des dépenses obligatoires. Et quant à cette jeunesse, on y met de la pauvreté, eh ben, on part pas au même, on n'est pas tous sur la même ligne de départ en fait. Donc, le logement social, il peut être calibré pour du T3, pour du T4, il peut être calibré pour des populations fragiles, mais qui peuvent être des familles monoparentales. Et donc, la question de l'approche du logement social, aussi par la typologie, est aussi un élément important qui casse des mythes, parce que, notamment dans les secteurs un peu tendus, les enfants qui veulent décohabiter, ils ne peuvent pas décohabiter dans le logement privé. Ce n'est pas vrai. Financièrement, ils ne peuvent pas. Et donc, le logement social peut être une solution pour ces décohabitations de jeunes, pour ces fractures de la vie. Si je parle de divorce, ça existe dans notre pays. Et ce qui fait que ces familles recomposées doivent se recomposer et trouver dans le logement de la sécurité et non pas de la précarité. Et donc, le logement social, ça offre tout ce panel-là de possibilités. Donc, voilà, vous avez compris, je ne suis pas là pour diaboliser le logement social, loin de là. Mais si on creuse un peu, ce sont des solutions adaptées. Voilà, l'expérience de quelqu'un qui a un peu d'expérience. Voilà. Merci beaucoup. Je
crois que l'heure est passée également et que nous allons devoir nous quitter. Nous allons poursuivre nos travaux de notre côté, mais je voulais vraiment vous remercier en fait pour votre présence avec nous cet après-midi. Et puis, Madame la rapporteure, peut-être si vous avez pas d'autres questions, remarques. Et nous attendons aussi vos contributions écrites si c'est possible. Nous vous remercions. Très bien. Bonne continuation. Merci beaucoup de votre attention et de vos questions très pertinentes. Merci beaucoup. Bonne continuation.